Bon l'équipe, on le sait bien, faire le malin c'est sympa quand le destin va dans ton sens et que t'es en mesure d'assumer derrière. Ça, y a qu'à demander à Michael Jordan et Larry Bird pour t'en rendre compte. One time I know he started counting backwards. You know, he said something like 38, and I didn't get it, Reggie. You know what I mean? And he started saying 36. I said, wait a minute, so he going backwards, and now if he get to 0, he got 40. But it was me and Michael had a lot of talks. Mais parfois, t'as une poussée de confiance, un besoin de piquer l'adversaire, alors la suite des événements te rappelle que le karma existe. Bonne dynamique personnelle, sentiment de puissance collective, signe de faiblesse chez l'adversaire, faut bien avouer que c'est tentant de parler pour déstabiliser son vis-à-vis. Sauf que dans cette vidéo, on va voir que certains joueurs NBA auraient tout simplement mieux fait de la fermer. Alors attrape un paquet de ta friandise préférée et ouvre bien tes oreilles car aujourd'hui, je te raconte 5 moments où le karma a frappé un joueur NBA. Floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Check the mic and make sure it sound right, boys. Pour cette première histoire, pas besoin de remonter bien loin. La preuve la plus récente du karma met en scène Devin Booker. Direction la demi-finale de Conférence Ouest entre les Suns de Booker donc et les Mavericks de Luka Doncic. Ce n'est un secret pour personne, le Slovène a une fâcheuse tendance à discuter avec les arbitres pour que les contacts qu'il prend ne restent pas impunis. Si on y ajoute sa capacité à dominer sur le terrain, ses adversaires ont clairement de quoi être énervés. 11 mai 2022, match 5 entre les Suns et les Mavs. Phoenix mène de 17 points au milieu du troisième quart-temps face à une équipe de Dallas complètement à l'ouest. Booker est en confiance, le public des Suns brûle d'enthousiasme, son rival Doncic est lui en perte de vitesse. Les conditions sont réunies pour chambrer. C'est alors que Dorian Finney-Smith commet une grosse faute sur D-Book, qui s'écroule et reste plusieurs secondes à terre, avant de dire... Dès la fin du match, les réseaux sociaux s'enflamment, et en vérité, ces 3 mots peuvent paraître bien sentis. La meilleure équipe de la ligue inflige alors une belle gifle et n'a plus qu'un match à gagner pour plier la série. Sauf que derrière, Dallas sort les crocs avec un Luka Doncic en chef de meute. Victoire de 27 points dans le match 6 avec un Doncic à 33 points, 11 rebonds et 8 passes. Booker se contente lui de 19 unités et perd tout de même 8 ballons. Mais un faux pas, ça arrive, surtout que le match 7 se joue à Phoenix et que Devin Booker ne te choque pas 2 fois de suite. Enfin, je sais plus trop en fait. Puisqu'à la fin de la première mi-temps de cette rencontre décisive, la star des Suns est à 2 points et 0 tir réussi. Phoenix compte 27 points, soit autant que Luka Doncic à lui seul. Les fans des Suns sont tellement désemparés qu'ils se mettent même à huer leur équipe, pourtant porteuse de tant de bonheur depuis 2 ans. Dallas crée donc la surprise et envoie Devin Booker et les siens en vacances dans une des plus grosses humiliations de l'histoire. Au final, c'est peut-être ça, The Luka Special. It sound right, boy. Bon, pour cette deuxième histoire, on fait un bond de 30 ans en arrière. On se retrouve en 1993 et un dénommé Brian Russell débarque tout juste dans la ligue puisqu'il est drafté par le Jazz d'Utah. Mais manque de peau pour un défenseur plutôt doué, le maestro que tous rêvent de museler un jour vient de prendre sa retraite. Et oui, MJ est en train d'arpenter les terrains de la Ligue mineure de baseball, un bel hommage à son père James, décédé en juillet 93, grand fan de battes et de balles blanches.
En 1994, Utah affronte Chicago dans l'Illinois. Jordan en profite pour faire un petit coucou à ses potes de la Dream Team, John Stockton et Karl Malone. C'est le moment que choisit Bryon Russell pour prendre les joueurs d'Utah et de Chicago à témoin. I go over say hello to John and Carl. And this kid, Bryon Russell, comes up to me and says, "Man, why you quit? Why you quit? Man, you knew I could guard your ass. I couldn't. You had to quit." Alors à ce moment-là, MJ ne sait pas encore s'il rechaussera les sneakers, mais il garde bien en tête l'affront d'un insolent rookie de 23 ans. I said, "Carl, you need to talk to this dude, man." Nah, he's just a young rookie. But from that point on, he's been on my list. Voilà qui marque le début de l'histoire d'un homme qui passe son temps à se faire détruire et qui en redemande constamment. Un peu comme un accro à la drogue, en fin de compte. 1995, d'abord, Jordan est de retour sur les parquets NBA. Il affrontera Russell à 18 reprises avant sa deuxième retraite, en 1998. Isaiah Ernest tourne à plus de 33 points de moyenne lors de ces rendez-vous qu'il ne manquerait même pas pour une partie de golf. Get a good seat and watch closely. The Bulls and Jazz are coming up next. Novembre 96, c'est la date du premier massacre notoire. MJ inscrit 44 points face au Jazz, dont la plupart sur la tête d'un Bryon Russell désemparé. Ouais, il est même carrément perdu, le pauvre bonhomme. Oh, what a move by... Whoa! Got a right, little left. What a show, and they love it here in Utah. Watch this. Whoop! Where'd he go? Oh, man. Poor Bryon Russell, that broke his ankles. L'été suivant, en juin 97, c'est le premier face-à-face en finale entre MJ et Russell. Auteur de 31 points et 8 passes, le leader des Bulls trouve que ça ne suffit pas pour inaugurer leur duel au plus haut niveau. 82 partout à 9 secondes de la fin du Game 1, Karl Malone, qui vient d'être élu MVP de la saison sous l'œil rageur de Jordan, manque ses 2 lancers francs. Ne pas avoir l'adresse, faut avouer que c'est le comble pour un facteur. Alors Michael se saisit du rebond, et pour la dernière possession du match, il est défendu par Bryon Russell. Inutile d'en dire plus. Victoire Chicago donc, les Bulls s'imposeront en 6 matchs pour aller chercher leur 5e bague. Juin 1998, c'est la date de l'ultime face-à-face en finale entre MJ et Russell. Jordan a alors 35 ans et il remet la main sur le trophée de MVP après une longue disette d'une saison. Le Jazz se dresse encore sur sa route vers le titre NBA, sauf que là, c'est un deuxième three-peat qui est au bout du chemin. La confrontation est plutôt serrée, le score est de 3-2 pour Chicago avant le Game 6. Utah mène de 3 unités à 40 secondes d'un Game 7 décisif. Alors le numéro 23 des Bulls dispose de sa victime préférée à 2 reprises. Michael Jordan achève alors son chef-d'œuvre grâce à l'iconique Last Shot. Bryon Russell est encore une fois sur la photo, encore une fois dans le mauvais rôle. Et ce dernier constat nous mène vers l'été 2002. Jordan prépare sa tournée d'adieu avec les Wizards, et comme un coup du destin, il va l'effectuer avec Bryon Russell. Après 9 saisons à Utah, B. Russ signe libre à Washington. Et dès les premiers entraînements, il est sur les côtes d'un MJ de 39 ans. Il va alors se manger une punchline bien sévère, racontée par leur coéquipier de l'époque, Brendan Haywood. I remember in one clip, one practice,
Like he told, like after hitting the game-winning shot on Byron Russell, he said, "Man, stop trying to guard me, man. You're known as the human highlight reel, not because you have any highlights of your own, but because you're in all of mine." I mean, I'm just like, oh. C'est simple, efficace et même carrément piquant. Bref, c'est le résumé parfait de leur relation. Bryon Russell a provoqué une légende quand il était rookie, et on va voir que parfois la situation s'inverse. Je m'explique. À l'orée de la saison 2002, Shaquille O'Neal est clairement le joueur le plus dominant de la NBA. 3 bacs de suite agrémentés de 3 MVP des finales, des adversaires traumatisés, des paniers brisés, des feuilles de stats noircies, bref, c'est lui le patron. Et c'est là qu'intervient notre héros du jour, Yao Ming. Le géant de 2,29 m est drafté en première position par Houston, et quand on l'annonce partout comme un phénomène et qu'il n'est pas américain, alors le Shaq attaque. Avant le premier affrontement entre les deux colosses, le Big Cactus fait monter la tension. Bon, jusque-là tout va bien, et puis on est habitué avec Shaquille O'Neal. Sauf qu'il franchit une limite en ridiculisant les origines de Yao Ming. Wang Zhu, whatever your name is, you want some of Shaq food? Come get it. I'll be waiting for you. Prise de parole à laquelle il va rajouter quelques jours plus tard, dit à Yao Ming, Ching Chong Yang Wahaso. Alors ni une ni deux, la planète NBA s'enflamme et la communauté asiatique dénonce ardemment les propos du Shaq. Yao estime lui que c'est simplement une blague faite par son futur vis-à-vis, mais le pivot des Rockets prépare quelque chose. 17 janvier 2003, c'est jour de match. Les deux montagnes sont au centre de l'attention, rater leur opposition est alors impensable. D'entrée de jeu, le jeune rookie ne parle pas chinois, ouais, elle est facile celle-là. Bref, Yao Ming choisit les actes pour répondre aux mots d'O'Neal. Et je crois d'ailleurs que ce dernier s'en souvient plutôt bien. I wanted to give him a little finesse. I wanted to show him all the smooth, so I get it, I get on the post, and I go right there, he blocks it. Crowd go crazy. You got that one. You 7'8", you're supposed to block it. Get another move, he blocks it. Third time he blocks it. Now I'm mad. Now I got to go in the playoff mode. Now I got to turn the power, turn it all the way up. Ouais, Yao a donc contré le Shaq 3 fois de suite. Il l'a même carrément forcé à sortir de son hibernation saison régulière et à remonter les manches bien comme il faut. En bon diesel qu'il est, le Shaq se met petit à petit en route pour finir avec 31 points et 13 rebonds. Mais le dernier mot est bien pour Yao Ming avec ce dunk qui scelle le succès des Rockets 108 à 104. Qui rend une copie très honorable avec 10 points, 10 rebonds, 6 contres, et par-dessus tout, le respect du joueur le plus dominant de la ligne. 2 semaines plus tard, Yao Ming parvient même à être le pivot titulaire de la Team West pour le All-Star Game, juste devant la bête des Lakers. Et ça, c'est un beau pied de nez pour le Big Daddy. Shaq et Yao finissent par se lier d'amitié, et comme un symbole, ils sont intronisés ensemble au Hall of Fame 2016. Pour cette histoire, on reste en 2003, sauf qu'on avance dans la saison, on active le mode playoff pour de vrai, et on traverse les États-Unis jusqu'au Fleet Center de Boston. Les Celtics reviennent petit à petit dans la lumière et sortent d'une saison 2002 convaincante, voire surprenante. 3e place à l'Est, première finale de conférence depuis l'ère Larry Bird, le tout après 7 longues années sans play-off. Vous l'avez sûrement reconnu, le visage de cette renaissance verte, c'est Paul Pierce. Pas plus spectaculaire ou plus rapide que la moyenne, Pierce est un véritable tueur qui sait comment dominer son défenseur. Et je crois que le Shaq en parle mieux que moi.
Paul Pierce is true. That's what you should call him from now on. En 2002-2003, c'est l'heure de la confirmation pour Boston. Pierce a alors 25 ans et il est toujours accompagné d'Antoine Walker, mais le reste du roster est un peu juste. Les 6 finissent 6e de l'Est et font face à Indiana au premier tour des playoffs 2003. Côté Pacers, la période est bien plus construite. La franchise connaît une 6e campagne de suite en playoffs. Au total, Indiana atteint 3 fois les finales de conf et une fois la finale NBA en 2000. À 37 piges, la légende maison qui est Reggie Miller a filé les clés du bolide à Jermaine O'Neal et Ron Artest. Le reste de l'équipe est constitué d'un bon nombre de chiens de garde. Ces gars sont prêts à tout pour faire sortir l'adversaire de ses gonds et repartir avec le plus important, la victoire. 27 avril 2003, match 4 au Fleet Center. Boston mène 2-1, Pido Ball a notamment livré un Game 1 tout simplement génial, 40 points dont les 12 derniers décisent pour arracher un précieux succès dans l'Indiana et reprendre d'entrée l'avantage du terrain. Sauf que ce soir-là, les Pacers comptent bien recoller à 2 partout. Dans le match 3, Pierce a shooté seulement 8 fois et coach Isaiah Thomas veut continuer à le marquer de près. Et quand tu comptes dans tes rangs Ron Artest, meilleur défenseur extérieur de NBA et 2e au trophée du DPOI cette année-là, et que t'as aussi l'ailier long et athlétique qui est Al Harrington, eh bien le coup semble jouable. Au début du 3e quart-temps, la mission est en bon chemin, Indiana compte 16 points d'avance à Boston, Paul Pierce est lui bien bousculé avec 5 petits points et 2 sur 9 au tir. D'un coup, le bonhomme est frappé par la canicule et se transforme en micro-ondes ambulant. Boston en profite pour coller un 15-0 aux Pacers et ce shoot d'Antoine Walker leur permet de passer devant pour la première fois de la soirée. Il reste alors 4 minutes dans ce 3e quart-temps, le moment pour Al Harrington de faire son entrée. Bien entendu, Al Harrington et Ron Artest se sont relayés pour chauffer Paul Pierce tout au long de la soirée. Le Celtic leur fait payer en mettant dans sa poche successivement Ron Artest puis Al Harrington. Vient alors le moment. Pierce est sur 8 points de suite, il reste 24 secondes, alors qui pour le défendre? Al Harrington voit là l'occasion parfaite pour refroidir la torche verte. Le repousse carrément Ron Artest qui voulait défendre sur The Truth. L'ailier des Pacers commet une erreur, il ouvre sa bouche et défie Pierce qui lui répond tout en dribblant. L'arbitre doit carrément intervenir en pleine action pour les calmer, de quoi rendre la suite encore plus légendaire. L'attitude, l'atmosphère, l'arbitre et le commentaire de Mike Gorman, tout est parfait. The Truth vient donc de coller un 11-0 en 2 minutes 30, ça fait 21 points pour lui dans le quart-temps, à 7 sur 8 au tir. Les Pacers ne s'en relèvent pas et s'inclinent 102 à 92, Paul Pierce termine lui avec 37 points, 10 rebonds et 7 passes. Encore mieux, il inscrit 32 points en une mi-temps et s'offre là un record de franchise en play-off devant les 30 pions de messieurs Larry Bird et John Havlicek, historique. Boston emporte la série 4-2 quelques jours plus tard avec un Paul Pierce à 26 points, 9 rebonds et 6 passes de moyenne. Al Harrington vit de son côté un cauchemar avec des stats tout bonnement affreuses. 3 points par match à 21% au shoot et sur la série il compte même plus de ballons perdus que de tirs marqués. Ça c'est dur. Les deux bonhommes sont maintenant amis et quelque chose me dit que Paul Pierce a de quoi taquiner Al Harrington. Bon, pour terminer cette vidéo, rien de mieux qu'un Money Time bien enflammé, et pour ça, on se rend au beau milieu de la saison 1994. Alors je sais, au premier abord, la rencontre du 21 janvier entre les Bulls et les Pacers a tout d'un match lambda de régulière. Mais au début de la saison, un certain Michael Jordan s'est retiré des parquets.
Alors plusieurs équipes de l'Est y voilà une fenêtre de tir pour briller. Parmi elles, on retrouve les Knicks de Pat Ewing, les Hawks de Dominique Wilkins, mais aussi les Pacers de Reggie Miller. Pourtant, le début de saison d'Indiana est, comment dire, décevant. L'arrivée de Larry Brown au coaching peine à se concrétiser par du positif, le bilan des Pacers est même négatif avec 16 victoires et 18 défaites avant la rencontre au Chicago Stadium. Uncle Reg s'appuie sur Rick Smith, Derrick McKee ou encore ce bon vieux Dale Davis. Les Bulls sont eux sur une dynamique opposée avec 25 victoires et 11 défaites. Jordan s'essaie donc au baseball, alors les triples champions en titre comptent sur des gars comme Horace Grant, Steve Kerr et B.J. Armstrong pour entourer leur leader, Scottie Pippen. Tony Kukoc dispute lui sa première saison en NBA. Le Croate grappille peu à peu du temps de jeu en ce mois de janvier, mais son talent n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Et croyez-moi, cette rencontre va l'aider à laisser sa trace dans l'histoire des Bulls. 21 janvier 1994 donc, les Pacers entament bien le match et mènent de 9 points après le premier quart-temps. Les Bleus et Jaunes prennent même 15 unités d'avance dans le deuxième quart, l'écart redescend un peu et se stabilise en leur faveur jusqu'au dernier quart-temps où Chicago resserre clairement sa défense. Plus de doute, il y a match. Scottie Pippen domine quiconque tente de l'arrêter au poste et tout se joue dans la dernière minute. Reggie Miller envoie alors 2 jumpers en sortie d'écran. Reggie Miller with a big basket. For Miller to pop out, he'll get the screen from Mitchell. 5 seconds, 4 seconds, 3. Here he comes, fade away. Grâce à cette ficelle, Indiana compte 2 points d'avance avec moins d'1 seconde au chrono. Reggie Miller tient enfin sa victoire contre Chicago et je peux vous assurer qu'être sur le point de battre les Bulls, ça signifie beaucoup pour l'arrière des Pacers. Plus que les 6 défaites de suite face à eux, Reggie garde en tête une séquence bien particulière. En février 93, soit 1 an plus tôt, ça dégénère entre lui et Michael Jordan. Miller provoque, MJ tente d'envoyer un nion, sentence, Reggie est le seul exclu, Michael en profitera lui pour marquer 40 points et s'imposer dans l'Indiana. Et si aujourd'hui Jordan n'est plus sur les parquets, Miller compte toujours terrasser les Bulls chez eux. C'est donc en spécialiste du trash talking qu'Uncle Reg chambre le public. With 8/10 of a second remaining, Reggie Miller takes the bows at the stadium in Chicago. Reggie Miller. Alors quel joueur des Bulls a les épaules pour punir cette arrogance? Première surprise, Scottie Pippen est à la remise en jeu. Deuxième surprise, c'est le jeune Croate Tony Kukoc, pourtant 4e option sur l'action, qui reçoit la gonfle. Tony got it, put it up, look out! En 8/10 de seconde, le rookie fait chavirer le Chicago Stadium, victoire 96-95 des Bulls pour un 16e succès de suite à domicile. C'est la première sentence pour Reggie et il faut attendre la conférence de presse pour la deuxième. C'est le légendaire coach des Bulls, Phil Jackson, qui s'en charge en personne. C'est une belle revanche, oui. Au final, je ne sais pas si Reggie saluait ou s'il montrait juste ses fesses. Et les amis, c'est pas fini, je vous ai gardé la cerise sur le gâteau, la moustache sur le génie comme on dit dans l'Indiana. Car c'est là que se retrouvent Bulls et Pacers dès le lendemain. Chicago se défait alors du rival 90-81, Reggie Miller est à 1/6 derrière l'arc, ça fait donc 2 victoires en 2 matchs pour les Bulls. Scottie Pippen attend lui bien la fin de la rencontre pour enfoncer un peu plus The Nick Killer.
bow to the crowd on both sides. Et ça, c'est ce qu'on appelle un retour de bâton référence pour un Reggie Miller qui a tiré trop tôt sa révérence. Devin Booker, Bryon Russell, Shaquille O'Neal, Al Harrington et donc Reggie Miller, je crois que vous l'avez compris, le talent ne suffit pas à se protéger du karma. Tiens, d'ailleurs il paraît même que si tu ne t'abonnes pas à la chaîne, il pourrait s'abattre sur toi. Ouais, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. De mon côté, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao l'équipe.